Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit de la planète où vous nous suivez. Vous êtes bien sûr l'émission C'est économique qui donne la parole aux décideurs, dirigeants et experts des 5 continents qui construisent au quotidien l'Afrique émergente de demain. Aujourd'hui, votre émission va porter sur un pan, une spécificité du secteur de l'assurance, pas toujours connue du grand public. Nous sommes nombreux à ne pas connaître comment s'y prendre pour être dédommagé en cas de sinistre, en cas d'accident, alors que nous sommes bel et bien assurés, c'est-à-dire détenteurs d'une police d'assurance. On se plaint aussi de ce que les assurances tardent souvent à nous verser les dommages ou à verser des dommages aux assurés. C'est vrai, comme dans toute activité humaine, tout n'est pas toujours blanc dans le secteur des assurances. On peut retrouver quelques assureurs ou quelques courtiers de mauvaise foi, mais souvent ce retard est parfois imputable au temps mis pour mener une expertise d'évaluation. Pour comprendre le fonctionnement du rapport visant à vous dédommager, parce qu'il faut un rapport, nous avons une fois de plus invité M. David Philippe Tonangoy, PDG du cabinet d'expertise en conseil et en assurance, TDP Conseil. Avec lui, nous allons jeter un regard sur ce côté invisible du métier des assurances, c'est-à-dire comment mène-t-on une enquête ou des enquêtes, une évaluation financière des sinistres en cas d'accidents automobiles, ferroviaires, miniers, industriels ou pétroliers. Dans le secret des experts en évaluation des sinistres en assurance, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Monsieur David Philippe Tonangoy, c'est pour nous toujours un bonheur de vous recevoir sur ce plateau parce que vous partagez votre expertise. Vous êtes expert en évaluation des sinistres en assurance. Merci déjà pour votre invitation. Et c'est tout un honneur aussi partagé et une grosse responsabilité pour pouvoir expliquer des choses souvent pas évidentes. Mais je tâcherai d'être à la hauteur. Alors, vous êtes expert en évaluation. Essayez un peu de nous situer la trilogie. On sait que souvent il y a un assureur. Moi, je vais m'assurer, je vais assurer mon véhicule. À côté, il y a une assurance. Quels sont les différents intervenants, succinctement? Déjà, le monde de l'assurance est une espèce d'arborescence qui, imaginez un triangle sur lequel au-dessus vous allez l'assurer. C'est la personne qui va souscrire une assurance. Pour aller souscrire cette assurance, cette personne va passer par un courtier ou par l'assureur directement. Donc il y a déjà un courtier en assurance. Un intermédiaire. Voilà, un intermédiaire. Qui est en fait, je dirais, l'avocat et le défenseur, je dirais, de l'assuré. Et le courtier prend le risque, donc il veut assurer sa maison. Elle vaut 50 millions de francs CFA, par exemple, et il veut l'assurer tout risque contre l'incendie, Donc, il va avoir un courtier. Ce courtier lui fait remplir un contrat, et ce courtier va percevoir de lui une prime. On appelle une prime d'assurance. Et cette prime d'assurance, le courtier ne la garde pas. Il place cette prime chez un assureur. C'est ce qu'on appelle le reversement de la prime. Cette prime est pour garantir les capitaux pour lesquels il vient de souscrire une police d'assurance. Mais l'assureur peut aussi soit être tout seul, n'est-ce pas, à couvrir ce risque en fonction de sa surface financière, comme il peut aussi avoir recours à des co-assureurs, donc à des collègues localement. Si, par exemple, le risque est important. Voilà. Donc, en ce moment, il ne prend pas le risque tout seul, il va le partager avec d'autres assureurs. C'est ce qu'on appelle la co-assurance. Donc, ils sont 3 ou 4 ou 2 à partager ce risque. Mais vous avez une entreprise pétrolière, vous avez une entreprise, un grand magasin, oui. Et vous vous dites, si le sinistre arrive, ça c'est l'assuré qui parle, si le sinistre arrive, ça risque d'être grave pour moi, alors je partage. Ça c'est l'assureur qui parle, oui. Et non l'assuré. Donc il prend pas le risque tout seul, il partage le risque. Mais celui qui a apporté l'affaire, on l'appelle l'appériteur. Donc cet appériteur partage le risque avec d'autres courtiers, avec d'autres assureurs, autant pour moi. Si maintenant le risque, comme vous le dites, est très élevé, eh bien, l'appériteur va contacter un, deux ou plusieurs réassureurs. En fait, il place une partie de la prime, un pourcentage, vers une compagnie de réassurance qui, elle, réassure le risque que l'assureur a eu à prendre. Vous voyez qu'entre... Une espèce de couverture derrière l'assureur. Une couverture derrière l'assurance, qui est invisible, qui est en général, comme on dit, offshore, donc qui est hors du territoire africain,
Et ce sont des sociétés de placement immobiliers, des placements d'actifs, des placements d'actions sur des bourses qui génèrent des flux financiers et qui peuvent qui sont à même de pouvoir couvrir le sinistre le jour où il arrive. Donc, alors, ça c'est le triangle. L'assuré et l'assureur sont liés par un contrat. L'assuré et l'assureur. Derrière l'assuré et l'assureur, il y a le courtier et les rassureurs que l'assuré ne voit pas. Ils sont liés par un contrat. Ce contrat s'appelle la police d'assurance. Et la police d'assurance est en fait l'acte qui les lie sur le plan juridique, sur le plan des engagements que l'assureur prend pour le couvrir le jour où il y aura un sinistre, mais aussi sur le plan des obligations que l'assuré est à même de faire le jour où il y a un sinistre. Et c'est là qu'intervient, s'il y a un sinistre, et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est là qu'intervient un expert. Comment vous faites pour savoir que tel sinistre, tel autre, comment vous êtes contacté, vous? D'accord. Alors, il y a, comme je disais, il y a ce triangle, donc, vous avez l'assuré, vous avez l'assureur, et vous avez, je dirais, le contrat. C'est ce triumvirat qui constitue la relation entre un assuré et son assureur. Le jour où il signe ce contrat, il n'a jamais rencontré un expert, il ne connaît pas l'expert. Mais lorsqu'il y a une survenance, lorsqu'il y a une occurrence de sinistre, donc lorsque un sinistre survient, en ce moment, l'assureur attend de l'assuré une seule chose, la déclaration de sinistre, qui dans le contrat doit se faire selon une période bien précise. Je prends un exemple. Si vous avez un accident de circulation avec votre véhicule automobile qui est assuré aujourd'hui, et que vous faites la déclaration 9 mois, 1 an ou 10 mois plus tard, il y a forcément dans le contrat une clause qui stipule que vous avez dans les 2 ou 3 jours, dans les 48 heures, pour pouvoir déclarer votre accident. Et à ce niveau, il faut un rapport d'accident. Non, on est encore au niveau de l'assuré. Oui. C'est l'assuré qui déclare. D'accord? Quand vous avez un accident automobile, c'est l'assuré qui fait sa déclaration sur un formulaire qui lui a été fourni par son assureur. Mais il a par exemple 48 heures pour faire la déclaration. S'il commet l'erreur de ne pas déclarer sur les 48 heures, évidemment la déclaration sera foreclose, puisque c'est contractuel. Ça veut dire que ça annule complètement... Ça annule complètement toute la démarche qui aurait pu suivre l'indemnisation qui va suivre. Donc il y a déjà... Supposons maintenant que notre assuré déclare dans les temps, et c'est là où vous, experts, supposons qu'il déclare dans le temps. Vous voyez, il y a déjà une espèce de canevas dans lequel, donc des obligations, dans lequel l'assuré doit se mettre. Il faut qu'il puisse déclarer dans les temps requis, et c'est dans le contrat. C'est contractuel, première chose. Deuxième chose, quand il a fait sa déclaration, alors l'assureur n'est pas expert. L'assureur n'a pas la compétence technique, il n'a pas la compétence financière d'évaluation, il n'a pas la compétence juridictionnelle en cas de recherche de responsabilité. Il est assureur, il couvre un risque, il garantit des risques. Donc il fait appel à un expert qui est d'essence indépendant. L'expert est un expert indépendant. C'est celui qui va venir mettre d'accord l'assuré et son assureur, mais sur la base d'une seule chose, du contrat qui les lie et des méthodologies de travail dont ils disposent. Justement, notre émission d'aujourd'hui vise à voir comment vous travaillez derrière pour être à même ou arriver à évaluer un sinistre. Comment vous procédez? Vous êtes contacté par qui? D'accord. Est-ce qu'un assuré peut contacter un expert en assurance? Bien sûr, bien sûr. Alors, avant que de répondre à votre question, je voudrais revenir faire un propos liminaire qui me paraît extrêmement important. Vous avez, on va dire 4 à 5 familles d'expertise au départ. Il y a ce qu'on appelle l'expertise préalable à assurance. Autrement dit, vous, Monsieur Madouma, vous voulez assurer votre ferme agropiscicole. Vous êtes tout à fait libre de contacter un expert pour venir vous faire l'évaluation des biens que vous voulez assurer. C'est ce qu'on appelle une expertise préalable. Donc, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas de sinistre. Vous aussi, vous intervenez dans ce type de métier. On intervient dans cette expertise, mais qui n'est pas une expertise après sinistre. C'est une expertise avant sinistre. Donc, on évalue. Et là-dessus, on regarde essentiellement la valorisation des biens, on les décrit, on les chiffre, on donne une valeur. Mais on regarde également les risques encourus par ce bien. On regarde la contiguïté de ces risques, on regarde la vulnérabilité de ces risques. Quand vous parlez de contiguïté, de vulnérabilité, à quoi faites-vous allusion? Le voisinage. Est-ce que le voisinage est un voisinage dangereux? Est-ce qu'on y manipule des explosifs, par exemple, à côté?
ou est-ce qu'on y fait de la soudure à côté? Donc, on regarde tous les aspects qui pourraient générer des risques susceptibles de générer des sinistres. Donc, on regarde tous ces aspects. Le rapport d'expertise préalable permet à celui qui veut s'assurer de savoir que mon bien vaut tant, mon bien court tel risque, le niveau de vulnérabilité de mon bien est de celui-ci, et le jour où j'ai un risque total, par exemple un incendie intégral, l'expert a fait une simulation pour me calculer ce que je peux attendre en cas de sinistre maximum possible. Autrement dit, tout est brûlé, par exemple. Ou bien un avion est venu tomber dessus. À ce niveau, à quoi sert ce type d'expertise? Cette expertise permet, quand vous allez chez votre assureur, de lui permettre de savoir déjà, au préalable, à quoi il peut s'attendre pour vous garantir ce sinistre. Donc, est-ce que, quand je vais assurer ma maison, je vais assurer une ferme, je ne sais pas, mon mobilier, il faut nécessairement cette expertise préalable? C'est l'idéal. Ce serait l'idéal, mais l'idéal n'est pas de ce monde. Donc, vous pouvez également aller sans expertise préalable auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier d'assurance. En ce moment, ils disposent en leur sein de techniciens qu'on appelle des inspecteurs de risque. Donc, ils viendront avec vous pour visiter le risque, faire ce qu'on appelle une visite de risque. À l'issue de cette visite de risque, il fait un rapport interne d'évaluation des risques dans lequel il y aura un certain nombre de recommandations qui vont vous être faites. Par exemple, si vous utilisez un poste de suture dans un endroit où il y a un peu de gaz, on vous suggérera de vous déplacer, on vous suggérera de renforcer les extincteurs, on vous suggérera de mettre des détecteurs de fumée, etc. Donc il y a un certain nombre de recommandations qui ont pour rôle de minimiser l'occurrence d'un sinistre potentiel. Alors, vous avez parlé de 4 familles d'évaluation. Pardon, il y a l'expertise préalable. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'expertise après sinistre. Parce que l'expertise préalable, elle est avant un sinistre. L'expertise après sinistre comporte elle-même 3 ou 4 types de sinistres. Les principales. Les principales. Connues du grand public africain. L'expertise dommages. Les dommages, ce sont des dommages matériels on a perdu par inondation, par incendie. Voilà, inondation, incendie, choc automobile, chute d'aéronefs, la foudre sur un pylône de télécommunications. Ça, ce sont des dommages matériels directs. Une fissure, un dégât des eaux, ce sont des dommages matériels directs, visibles, palpables. Il y a ensuite ce qu'on appelle des dommages immatériels consécutifs. Ces dommages sont immatériels, ils ne sont pas palpables, mais ils sont consécutifs au sinistre parce qu'il y a des pertes financières là derrière. Exemple. Je prends un exemple tout simple. Vous avez un magasin qui est dans le commerce, qui vend des vivres frais, par exemple, et qu'il y a, n'est-ce pas, une rupture de la chaîne de froid dans une chambre froide. C'est-à-dire que la chambre froide n'est pas alimentée. Elle n'est pas alimentée. La foudre est tombée dessus. L'électricité est coupée. Ce n'est pas du fait du propriétaire du magasin, ce n'est pas du fait du fournisseur de l'électricité, mais c'est du fait de la foudre. La foudre, elle est imprévisible. Elle est tombée sur la chambre froide, coupure d'électricité. Dégâts d'aliments. Dégâts importants. La chambre froide, pour la remettre en état, il faut compter 4, 5, 6 jours, voire une vingtaine de jours. Donc les aliments qui sont à l'intérieur ne sont plus propres à la consommation humaine. Donc il y a forcément des dommages matériels directs qui sont consécutifs à la détérioration de ces aliments. Mais ces aliments, les services des hygiènes, notamment les services des hygiènes publiques, vont venir, constater, dresser un procès verbal et exiger du vendeur, pour l'hygiène publique, la destruction selon des procédures. Et là, c'est un coût, la destruction. Cette destruction est un coût, c'est des coûts directs. Mais il y a une perte d'exploitation de celui qui a escompté une vente là-dessus. C'est ce qu'on appelle les pertes immatérielles consécutives. Voilà. Autre famille d'expertise. Autre famille d'expertise, nous avons ce qu'on appelle des expertises, justement, on a un peu effleuré le sujet, c'est la perte d'exploitation. La perte d'exploitation. Une expertise perte d'exploitation, c'est tout à fait la conséquence d'un sinistre matériel. On peut avoir un sinistre matériel qui ensuite a des répercussions sur une perte d'exploitation. Lorsque, bien évidemment, la remise en état de tout ce qui a été détruit prend beaucoup de temps. Alors, on génère en ce moment une perte d'exploitation qui est une approche beaucoup plus financière, comptable, fiscale,
pour voir quel a été le comportement de l'entreprise sur 2 ou 3 exercices précédents. Et on regarde les stocks, les marchandises, on regarde les actifs circulants, on voit s'il y a une corrélation qui peut être faite entre la réclamation qui a été exposée à l'assureur et les faits réels de gestion et de fonctionnement de l'entreprise au quotidien. Donc une expertise peut-être d'exploitation, elle est tout à fait particulière. Nous allons venir enfin, là-dessus. Est-ce que le cas de décès, le cas de vie lié à la santé font partie des familles d'expertise? Il y a ce qu'on appelle les expertises, je dirais, vie, expertise corporelle, donc des dommages corporels. C'est un autre domaine d'expertise qui en général touche le corps de la médecine, parce que qui dit dégâts corporels, c'est du ressort de la médecine. Donc vous avez souvent auprès des compagnies d'assurance des médecins qui sont des experts et qui travaillent sur tout ce qui touche au corporel, à la vie. Donc c'est un domaine d'expertise tout à fait particulier. Ça fait partie de ce qu'on appelle les dommages vie, d'accord? Ensuite, et non des dommages matériels. Une dernière famille, par exemple. L'autre dernière famille, c'est une famille. L'ensemble de ces expertises peut également être requise par des juges, par l'administration, par toute la structure judiciaire. Autrement dit, dans des tribunaux, dans des cours d'appel, dans des cours de cassation, il y a des experts qui sont du fait de leur compétence, du fait de leur probité, du fait de leur professionnalisme, du fait de leur expérience, qui sont experts agréés près des cours d'appel. Comment est-on agréé auprès d'une cour d'appel? Vous, M. Tonangoy, êtes-vous agréé auprès de la cour d'appel? Je vais prendre l'exemple de Libreville. Je suis agréé près les cours d'appel du Gabon. Comment fait-on pour être agréé? Parce que là aussi, il y a une question, comment on choisit? Est-ce que c'est l'expert qui va vers les tribunaux? Est-ce que c'est le tribunal qui vient vers l'expert? Non, le tribunal ne viendra pas souvent vers l'expert. Le tribunal, en fonction d'un cas bien précis, va toujours rechercher l'expertise précise pour résoudre un problème juridictionnel précis. Et pour cela, il dispose d'un réseau des experts qui sont habilités ou homologués par les tribunaux. Mais en général, c'est l'expert qui va vers les tribunaux, vers les cours d'appel pour déposer un dossier d'habilitation. Ce dossier comprend le volet technique, le volet juridictionnel, mais également toute l'expérience. Qu'est-ce qu'on regarde à ce niveau dans le dossier de l'expert? On regarde le curriculum vitae, oui. On regarde les retours d'expérience, on regarde les antériorités sur les expertises qu'il a eu à faire, mais il y a une enquête de moralité qui est également dressée vis-à-vis de cet expert. Où on va rechercher la probité, l'équité, parce qu'un expert est un juge technique. 1 plus 1, ça fait 2. Alors, on doit rester à 2 quand c'est 1 plus 1 qui en sont les générateurs, mais il ne doit pas pouvoir pencher à gauche ou à droite. Donc, il doit remettre au juge les conclusions techniques afin de permettre au juge de rendre, n'est-ce pas, une décision de justice sur la base de la décision technique que l'expert a eu à lui apporter. Donc, voilà un peu les principales familles. C'est un peu compliqué, mais on va retenir qu'il y a 4 à 5 types de familles d'expertise à élaborer sur le plan des assurances. Alors, Monsieur David Philippe Tonangoy, nous allons aborder 5 cas précis pour aider nos téléspectateurs à mieux comprendre. Nous allons parler de sinistres accidents automobiles, nous allons parler des sinistres accidents ferroviaires, des sinistres dans le secteur minier, dans le sinistre dans le secteur industriel et pétrolier. Mais avant, nous allons marquer une pause avec la régie et nous allons retrouver tout à l'heure pour le premier thème, l'accident automobile. Merci. Alors, nous sommes sur le thème de le secret des experts en assurance. Comment procèdent-ils pour mener des enquêtes, des évaluations après sinistre? Nous allons tout à l'heure voir les accidents automobiles. Généralement, il y a un accident. Comment procède-t-on? Si la régie est prête, nous allons suivre entre-temps quelques images. Peut-être que vous pouvez commenter pendant que nous échangeons. Quelle est la particularité des sinistres accidents automobiles? Bien. Déjà, le sinistre automobile est un sinistre bien particulier. Et il faut savoir qu'une automobile, elle est régie selon les codes de la CIMA, qui est l'organe qui régule les assurances sur le territoire de l'Afrique, je veux dire.
Une automobile Voilà, là engage... on a quelques images d'accidents automobiles. non, ça c'est simplement la vue d'une photo classique simple. Oui, et là il y a... Là, on a par exemple quelques dommages qui sont là. Alors, pour continuer, une automobile circule sur une voie publique. La voie, elle est dite publique. Elle peut être privée. Donc là, on voit une voie publique, vous circulez là-dessus. Voilà. Oui. La voie publique appartient à l'État. L'État a pour rôle de préserver les citoyens de tout dommage. De tout dommage au pluriel. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle une obligation d'assurance en matière d'automobile. Parce que... Vous êtes assuré, M. Tonangoy, on suppose que l'assuré est assuré, l'accident arrive, oui. Comment vous procédez? Bien. Pas comment nous procédons, comment les assurés procèdent d'abord, quand tu commences par là. C'est à eux de pouvoir remplir un formulaire. Lors de l'accident, l'assureur n'est pas présent, le courtier n'est pas présent. Seuls les deux assurés, s'il s'agit d'un choc, ou l'assuré tout seul est présent sur le site. Donc on lui remet toujours, lorsqu'il souscrit une assurance, des formulaires à remplir. La déclaration doit être faite immédiatement, je pense dans les 48 heures. Il y a une partie dite la partie A, et la partie B, la partie tierce, la partie adverse. Vous remplissez un certain nombre d'informations sur la date, le lieu, l'heure, le contexte, la situation, qui était au volant, le conducteur, est-ce que c'était une personne autorisée? Et pour être autorisé, c'est-à-dire qu'il faut avoir un permis de conduire. Administrativement, il faut avoir un permis de conduire, qui est une loi, d'accord? Et qui répond aux dispositions du Code de la route. Le Code de la route est une loi. Donc, pour que le véhicule puisse circuler sur la voie publique qui appartient à l'État, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée si celle du propriétaire du véhicule n'est pas d'abord au préalable engagée. C'est pour cela qu'il y a une assurance dite obligatoire. Donc, vous faites vos déclarations. Si la partie adverse, est présente, elle remplit également, elle donne également des informations pour que chacune des parties, si elles sont assurées, disent à qui j'ai affaire ou non. Alors, moi, je suis assuré, j'envoie mon rapport. Par le rapport, vous envoyez votre formulaire à votre assureur. Et qu'est-ce qui se passe après? En ce moment, il appelle un expert. Il commet un expert. Il peut l'appeler au téléphone rapidement. Rendez-vous à tel endroit, le véhicule a été amené dans tel garage, ou bien il est à tel endroit. Vous y allez et on vous confirme la mission par écrit. La mission doit être écrite. Nous sommes dans le domaine du droit. Aucun expert ne peut s'auto-missionner, mais il faut qu'il ait un mandat. Vous avez le mandat, vous arrivez sur le lieu d'assurance, qu'est-ce que vous regardez? Vous arrivez sur le lieu du sinistre. En général, en matière d'accident automobile, l'expertise se fait toujours quelques jours après l'accident, en général. Donc, on est soit au garage, soit au domicile du propriétaire du véhicule. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez en contact avec l'assuré, vous lui demandez un certain nombre d'informations. Vous avez la copie de la déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel temps faisait-il? Qui était au volant? Est-ce c'était lui-même? Est-ce son fils? Est-ce son épouse? Est-ce son beau-frère? Est-ce que cette personne était habilitée à pouvoir conduire le véhicule? Bon, est-ce qu'elle est majeure? Est-elle détentrice d'un permis de conduire? Etc., etc. Si les gens, la personne qui est au volant est une personne qui n'est pas autorisée, qui n'a pas de permis, le sinistre ne peut pas être couvert. Autrement dit, les dommages. Si moi, expert, j'arrive à déceler que celui qui était au volant au moment des faits, c'est un enfant de 14 ans à qui il était en train d'apprendre à conduire, et que par manque de maîtrise, oui, il ait eu à obtenir un choc, ça fait partie des exclusions qui sont dans le contrat qui le lie avec son assureur à lui. Maintenant, alors supposons que les choses soient normales. Oui. Donc, nous commençons par évaluer, mais identifier le véhicule. Il faut identifier le véhicule. La carte grise nous est fournie, et puis on regarde si la carte grise correspond effectivement au véhicule. Sur la carte grise, il y a un numéro de série. Ce numéro de série, on le retrouve sur le capot, au niveau du capot moteur. Nous le filmons et on va pouvoir croiser si c'est vrai. Est-ce que c'est un véhicule diesel? Est-ce qu'il a de telles couleurs? Est-ce qu'il a? Donc, on regarde déjà si le véhicule qui nous est présenté est conforme à celui qui a été déclaré comme accidenté. Nous avons des petites techniques pour l'identification. Cette première phase terminée, on analyse les chocs. Les chocs à l'avant, à l'arrière, devant, derrière, et on regarde le véhicule. On prend quelques photos en perspective, vue de face, vue de gauche, vue de droite, vue arrière, et puis des photos beaucoup plus proches des chocs. Ces chocs sont importants pour l'assureur. À quel niveau? Mais parce que le jour où on va rendre notre rapport, si l'assuré a déclaré qu'il a croisé un grand véhicule qu'il a fauté, il est évident que les chocs
devrait être sur sa gauche quand on roule dans les pays où on roule à gauche. Mais si le choc se trouve être sur la droite, alors il y a une déclaration qui n'est pas déjà... Donc, vous voyez, on croise les cohérences entre les déclarations et les faits. Les faits, ce sont les chocs. Lorsque tout ceci, l'expertise est montée, on prend un certain nombre de photos, on pose un certain nombre de questions, quels sont les recours qu'il a eu à faire, quelles sont les dispositions qu'il a eu à prendre pour rapatrier son véhicule, nous rédigeons notre rapport. Et dans le rapport, nous demandons en général deux types d'évaluation préalable. Il y a les pièces détachées qu'on appelle les débits ou les fournitures, qui sont en général... C'est-à-dire pièces et débits. Bon, une pièce, c'est un débit, c'est la même chose. Okay. La même chose. Vous allez changer une lunette arrière d'un véhicule. Qui a été cassée pendant l'accident. Vous changez un phare, vous changez une aile, vous changez un cardan. C'est ce qu'on appelle des pièces détachées, qu'on appelle également des fournitures, qu'on peut aussi appeler des débits. Autrement dit... En général, ce sont les concessionnaires qui nous donnent les prix de ces pièces. Autrement dit, quand vous constatez les dégâts, vous vous adressez à un concessionnaire qui vous donne les prix. En général, le client a déjà ou un devis, ou son garagiste a déjà établi un devis matière. Donc fourniture, matière ou débit, c'est la même chose. Puis, il y a la main-d'œuvre. Il y a le coût du tôlier, le coût du mécanicien, le coût de l'électricien qui aura eu à faire les travaux, ou le coût du peintre pour faire les tôleries. Chacun de ces techniciens, en fonction de son expérience et son niveau de formation, a un coût horaire qui est connu. Au Gabon, c'est de l'ordre de 3500 francs de l'heure à peu près, n'est-ce pas, en moyenne. Bien, donc vous avez, fort de ces coûts, vous allez calculer ce que vaut la réparation. Est-ce à dire qu'un camion de type luxe, grand luxe, n'a pas forcément le même prix qu'on va dire quoi, Toyota Corolla accidenté, je veux dire une Citroën, etc., n'auront pas forcément le même prix, même si c'est le type de dégâts? Bien sûr, ils n'auront pas forcément le même prix, parce que déjà, les pièces détachées ne coûtent pas la même chose, mais la main-d'œuvre pour faire une peinture nacrée, par exemple, excusez-moi du terme qui est un peu technique, une peinture délicate qui nécessite des adjuvants, donc des additifs bien précis, va être plus élaborée qu'une peinture classique, hein, que l'on peut mettre sur le jouet de Mongols qui a pris un peu de rouille. Donc ce sont des appréciations à dire d'experts. Mais ça ne s'arrête pas là. En fonction de l'âge du véhicule, de son prix catalogue au jour du sinistre, nous calculons ce qu'on appelle la vétusté globale. Autrement dit, vous tenez compte aussi de l'amortissement du véhicule, Absolument. de l'usure du véhicule? Absolument. Donc ce véhicule a combien de kilomètres? Ce véhicule a eu combien de temps de service? Quel est l'usage qui en est fait? Est-ce que c'est pour transporter du bétail? Est-ce que c'est pour transporter des cailloux? Est-ce que c'est pour transporter des jeunes gens? Combien de kilomètres a eu-il à faire normalement? Et on a des abats qui nous donnent une vétusté globale du véhicule. Ça nous permet d'avoir une dégradation qu'on appelle la valeur vénale du véhicule. Autrement dit, sa valeur économique au jour du sinistre. Maintenant, si les coûts de réparation sont plus élevés que sa valeur vénale, nous suggérons à l'assureur de lui donner une indemnité qui va être la différence entre la valeur vénale et ce que l'expert estime que voilà la valeur résiduelle. Ça, c'est la première formule. Alors, prenons quelques chiffres. Oui. Valeur vénale, ça c'est trop technicien. Je dis simplement que si un véhicule a une valeur de 1 million, parce qu'elle est vieille. Il a une valeur vénale de 1 million de francs CFA au jour du sinistre. Oui. Si les coûts de réparation arrivent à 2 500 000 francs, oui, vous voyez que l'assureur risque de payer 2 500 000 francs sur un véhicule qui ne vaut que 1 million. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on demande, experts, on dit à l'assureur, écoutez, les 2 500 000, on les met de côté. On prend la valeur vénale que nous avons calculée, de 1 million. Il peut revendre le pneu, il peut revendre l'allume-cigare, il peut revendre, je ne sais pas, le siège qui est à l'intérieur. Il peut toujours gagner là-dedans 200 ou 250 000 francs. Nous faisons donc 1 million, moins les 200 ou 250 000 francs à dire l'expert. Oui. Et on lui propose de lui indemniser 750 000 francs. Voilà pour les véhicules qu'on appelle économiquement irréparables. Il est économiquement irréparable. On ne peut plus le récupérer comme on dit. Il est économiquement irréparable. Sur le plan économique, la réparation coûterait plus cher. Donc c'est une aberration. Alors pour ce qui est économiquement réparable? Pour les véhicules qui sont économiquement réparables, par exemple la valeur vénale, elle est de 1 million, comme on a dit, et que les coûts de réparation sont de 250 000 francs. Il n'y a pas de problème. La valeur vénale, elle est supérieure aux réparations. L'assureur se doit de pouvoir
couvrir les coûts de réparation qui sont de 250 000 francs. Et c'est contractuel. C'est dans le contrat qu'il est lié. Voilà pour l'automobile, le rapport automobile. Alors maintenant, pour si le tort... Pour accélérer un dossier, que faut-il faire? J'en viens. Oui. Si par exemple, sur les deux protagonistes, le tort, il est dit par l'expert que la responsabilité du sinistre incombe à un tiers donné, il y aura donc ce qu'on appelle un recours. Et c'est en ce moment-là que l'assureur va d'abord commencer à réparer votre véhicule, puis va exercer un recours à l'assureur de l'autre partie pour dire, bah, écoutez, c'est à cause de votre assuré que mon assuré à moi a eu ces dommages, j'ai réparé, mais à titre compensatoire, remboursez-moi ce que j'ai eu à lui payer parce que la faute revient à votre assuré. Alors, M. Tonangoy, on va terminer avec cette partie. On constate souvent que les gens, ou deux accidentés, préfèrent s'arranger, on va dire, à l'amiable, plutôt que d'avoir recours aux assurances, parce qu'au niveau des assurances, ça prend du temps. Bien. Petite pare-choc, on va dire le pare-brise qui saute, et puis on dit, bon, on arrange ça. Pourquoi ces assurés, selon vous, ont peur de ces délais? Pourquoi il y a des délais assez longs à ce niveau? Il y a des raisons. On peut avoir deux protagonistes. L'un est assuré, l'autre ne l'est pas. Ou les deux ne sont pas assurés. Ou tous les deux sont assurés. Si tous les deux sont assurés, qu'ils estiment que les sinistres sont mineurs, et qu'en gentleman agreement, ils s'entendent, ils s'arrangent parfois, mais c'est de leur responsabilité. Elles ne sauraient être opposées à l'assureur ou au courtier qui s'est engagé à couvrir le sinistre. Donc ça, c'est la première responsabilité. La deuxième notion, c'est que vous pouvez avoir un assuré, enfin un protagoniste qui est réellement assuré, qui est effectivement assuré, et puis l'autre dont l'assurance venait d'être périmée ou qui ne l'a pas renouvelée ou qui n'est pas du tout assuré. Et c'est en ce moment que c'est celui qui est en situation difficile a toujours une propension, donc une tendance naturelle à proposer un arrangement à l'amiable. D'accord. Mais est-ce que, dans le cas de deux véhicules assurés, le temps est long? Est-ce que c'est dû à vous ou le temps de l'expertise? Ah non, c'est pas dû à l'expertise. Qu'est-ce qui peut expliquer? Bon, ce qui peut expliquer cela, ça peut venir de 3 ou 4 choses. Premièrement, est-ce qu'il a rentré sa déclaration dans les temps? Première chose. Est-ce qu'il y a toutes les informations? Deuxième chose, est-ce que toutes les informations nécessaires à l'instruction de dossier ont été fournies? C'est une autre paire de manches. Excusez-moi, vous pouvez avoir une déclaration de sinistre et vous ne joignez pas la carte grise de votre véhicule. On vous appelle, on vous rappelle, on vous appelle, et la carte grise, vous ne savez même pas où vous l'avez laissée. On dira que c'est l'assureur. Alors que vous avez omis de remettre la copie de la carte grise. On peut vous demander la visite technique de votre véhicule, parce que c'est une des conditionnalités. Vous ne l'avez peut-être pas, et vous faites traîner vous-même votre procédure. On dira que c'est la faute de l'assureur, alors que c'est vous qui détenez la visite technique. Elle est obligatoire. Ah donc, pour accélérer, on va gérer le temps. Il est bon que toutes les pièces requises pour déclarer un sinistre puissent être fournies à l'assureur le jour de la déclaration. Quitte à, si on vous donne, je dis n'importe quoi, 72 heures par exemple, ou 48 heures, mais prenez le temps de rassembler tous les justificatifs, ce qu'on appelle les pièces de règlement, les pièces qui permettent à l'assureur de vite régler, il faut qu'elles soient jointes. L'assureur doit payer sur la base des justificatifs. Est-ce qu'à ce niveau, l'assuré, ça va être la dernière question pour cette partie, peut prendre des photos? Parce qu'on a dit que le véhicule se déplace, bien sûr. Il faut libérer la voie. Il peut prendre des photos au moment des faits. Oui. Et si un expert venait d'arriver, un expert qui peut être commis par lui, par ses soins, ou un expert qui peut être commis par son assureur, aura besoin de ces photos au moment des faits. Par exemple, les deux véhicules n'ont pas le côté dégagé. Oui. Donc cette photo-là, elle est parlante. C'est un factuel extrêmement important. S'il n'y a pas eu de constat de la police, ou si la police peut être venue, ou la gendarmerie pour faire le constat, mais ces éléments sont extrêmement importants. Alors, le sinistre... Ensuite, excusez-moi, oui. Vous pouvez aussi avoir déposé votre véhicule chez votre garagiste. Le garagiste n'a pas eu le temps de faire le devis. Il prend 1 semaine pour faire le devis. Ce n'est pas à l'expert de faire le devis. Le garagiste peut avoir pris 1 ou 2 semaines pour sortir le devis. C'est aussi un élément, je dirais, ce n'est pas l'assureur qui fait le devis. Ce n'est pas l'expert qui fait le devis. L'expert constate les dommages, il les confronte au devis, il accepte ou il n'accepte pas une partie du devis par rapport à ce qu'il a vu, ou alors il peut demander à celui qui a rédigé le devis
d'ajouter ceci qu'il a dû omettre parce que lui n'a pas eu le regard, ou inversement. Alors, passons à d'autres accidents ou sinistres pour parler, comme les assureurs, d'autres sinistres plus importants, le sinistre ferroviaire et les sinistres miniers. Ah oui, à ce niveau, quand il y a un dérapage de fer, moi je suis passager à bord, un déraillement plutôt, de train, et moi je suis passager à bord, ou bien d'abord pour la compagnie de transport, qu'est-ce qui se passe? Comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous constatez? Accident ferroviaire, on va aller vraiment en bref. D'accord. Alors un accident ferroviaire, en général, rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle des accidents majeurs, des sinistres majeurs. Important, ça veut dire? Important, majeur, important. Un chemin de fer est une infrastructure qui est composée d'une plateforme sur laquelle on y met une superstructure. On y met, la superstructure, c'est les rails, c'est le ballast et les traverses pour consolider la voie. Donc vous avez déjà une voie. Là, on a quelques images d'accidents ferroviaires. Oui, voilà. Ce sont par exemple des wagons qui sont déraillés. Donc vous avez une superstructure. Et au-dessus de cette superstructure, il y a du matériel roulant qui y circule. Et dans le matériel roulant, il y a deux types de matériel roulant. Vous avez le matériel motrice, donc les locomotives, ceux qui tractent, qui ont une propulsion. Et vous avez du matériel simplement tracté, que sont les wagons. Lorsqu'il y a un déraillement, lorsqu'il y a un accident ferroviaire, en général, il s'agit de déraillement. Il peut y avoir des collisions. Généralement, déraillement. Qu'est-ce que vous avez regardé? Vous faites l'état des lieux, c'est ça? Quand on y va sur les lieux, on fait ce qu'on appelle un état des lieux. Et on regarde premièrement l'ouvrage. L'ouvrage, c'est la voie ferrée. Est-ce que cette voie était-elle en bon état? Est-ce que la voie... Avant d'arriver à ces questionnements, il faut d'abord constater ce qu'il y a. C'est sur combien de mètres que la voie a été labourée, on va dire. La voie a été détériorée. Sur quelle largeur la voie a été sollicitée. Est-ce que les rails ont été pliés? Est-ce que les traverses ont été broyées? Etc. etc., etc. Ça, c'est au niveau de la superstructure, donc de l'ouvrage. Donc, il y a le chemin de fer, la voie, elle est fixe. Ensuite, il y a le matériel. La locomotive a-t-elle déraillé là? A-t-elle été tamponnée là? Est-elle partie? Ou ce sont les wagons qui sont à l'arrière qui ont seuls déraillé? Donc, si ce sont les wagons qui ont déraillé, quel type de wagon il s'agit? Est-ce que c'est des wagons qui transportent du minerai, des wagons qui transportent du bétail, des wagons qui transportent du clinker, des wagons qui transportent les passagers? Vous voyez? Donc, il y a différents types de wagons. Donc, ces différents wagons... C'est un diagnostic général. C'est un diagnostic général. Ensuite vient l'évaluation. Ensuite, c'est même pas encore l'évaluation. Ensuite, vous avez le minerai, par exemple, qui est à l'intérieur, ou la marchandise qui est à l'intérieur de ces wagons. C'est du stock, c'est de la valeur, qui s'est déversée dans la nature, qu'il va falloir quantifier. Et pour le quantifier, il y a des techniques et des méthodes. Et s'il y a un produit pétrolier, un produit liquide, on va dire quoi, les hydrocarbures entre guillemets qui se sont déversés, de l'huile? On sait au départ combien on a chargé. Donc il y a des bons de livraison. Par exemple, s'il y avait une citerne de 40 000 litres de gasoil qui remontait d'un point A vers un point B, à la livraison, on a ce qu'on appelle un manifeste de voyage, sur lequel les quantités qui étaient à l'intérieur sont actées. Donc cette preuve-là, l'assureur en a besoin, par exemple. Donc vous faites l'inventaire, en fait, vous faites l'inventaire exhaustif des dommages. Tous les dommages sont inventoriés. Ensuite, vous allez, là, c'est du travail de terrain. Après le terrain. Et vous posez beaucoup de questions sur le point de choc, le point où a commencé, n'est-ce pas, le déraillement. Est-ce qu'il y a eu un rail qui s'est cassé? Est-ce qu'il y a eu un écartement qui était trop important? Enfin bref, vous devez retrouver la cause. Si le conducteur du train est vivant, on suppose que vous posez les mêmes questions que... Mais il est auditionné, on auditionne les témoins. Dans les témoins, on regarde si les témoignages peuvent être recueillis, on les recueille. Le conducteur et son aide sont en général auditionnés. On vérifie s'ils sont habilités et autorisés à pouvoir conduire ce train. Est-ce qu'ils ont les certifications requises? Est-ce qu'ils ont le nombre d'heures de repos requis? Est-ce que chaque année, dans leur dossier professionnel, ils ont droit à la visite médicale annuelle ou la double visite médicale? Bref, il y a tout un protocole qui est suivi. Et c'est à partir de tous ces éléments que vous allez maintenant demander des justificatifs sur la base de ce que vous avez eu à voir. Donc, ce wagon a été acheté en quelle année?
je voudrais avoir la facture d'achat de ce wagon. Il a coûté combien? Et un peu comme la même méthodologie que la voiture. On voit si le wagon a été utilisé, voilà. la valeur vénale. C'est pour calculer sa valeur vénale, sa valeur vétusté des 8, on va dire. C'est pour voir si on peut le remplacer ou pas. Et s'il est réparable dans l'état ou il n'est pas réparable. S'il est jugé réparable, auquel cas l'assureur prend en charge les frais de réparation. Généralement, s'il n'est pas réparable, oui. En ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un calcul de la valeur de remplacement à dire d'expert, mais à condition que la police, donc le contrat, couvre ça. Ces aspects. Voilà. Et généralement, dans ce cadre, la voie, pour ce qui est par exemple du Gabon ou de nombreux pays africains, le chemin de fer appartient à l'État. Toujours. Alors, comment se passe à ce niveau la réparation? Est-ce que c'est l'État qui demande la réparation à l'assureur? Comment ça se passe? D'une manière générale, sur les chemins de fer des pays francophones africains et même quelques-uns anglo-saxons, les régies du chemin de fer, les infrastructures appartiennent en général aux États qui ont investi. Mais l'exploitation de ces chemins de fer fait toujours l'objet d'une concession. Donc l'État a concédé l'exploitation et l'entretien à un opérateur privé. Et c'est à lui de souscrire une police d'assurance. D'ailleurs, une des clauses des contrats de concession est toujours que celui qui exploite doit maintenir en l'état les infrastructures qu'on lui a concédées. Et le jour où il doit les rendre, où la concession est terminée, il doit les rendre dans l'état dans lequel il aurait eu à prendre, moins la vétusté, moins l'usage, bien évidemment. Alors, si la régie nous met quelques images en plein, on doit revient un peu sur les images de l'accident ou du sinistre ferroviaire pour que le téléspectateur puisse suivre. On voit qu'il y a des wagons qui sont là sur sol. Est-ce que dans le cadre de l'évaluation financière, c'est qu'on tient compte de l'évacuation de ces wagons, de l'aménagement ou de la réhabilitation de la voie? Bien sûr, ce sont tout ça des coûts consécutifs au sinistre. Un, il faut tout de suite mettre des mesures conservatoires, déjà pour dégager la voie. Ça a un coût. Pour dégager la voie afin que le trafic refrène. Les 3/4 des chemins de fer africains, c'est des chemins de fer qui sont à voie unique. Donc, s'il y a un déraillement quelque part, la première disposition au niveau opérationnel qu'il faut prendre, c'est de dégager la voie. Donc, ça a un coût. Pour dégager la voie, il faut louer un bulle, une niveleuse, un scrap, des hommes, de la manutention. Ça a un coût. Donc, il y a une équipe logistique qui vient pour relever les wagons et les mettre de côté. Et ensuite, deuxièmement, il faut réhabiliter la portion de la voie qui a été détériorée. Ça a un coût. Il faut ramener des traverses, il faut tirer des rails, il faut renflouer du ballast, il faut reprofiler avec des engins afin que le train passe. Donc, deuxièmement, ça a un coût. Troisièmement, il faut aller chercher les wagons qui sont restés sur place. Et il faut organiser donc toute une logistique. Et ça c'est aussi intégré dans le coût, dans l'évaluation financière. Absolument. Ensuite, vous ramenez ces wagons dans les ateliers, dans ce qu'on appelle des dépôts de réparation. Et dans les dépôts de réparation, on va commencer à évaluer, pour ceux des wagons qu'il faut réparer, combien ça peut coûter. Et on regarde la partie de la charpente, on regarde la partie de la mécanique, on regarde la timonerie, on regarde l'hydraulique, enfin on regarde tous les aspects, les roues, etc., etc. Donc on évalue, wagon par wagon, ce que ça vaut pour être réparé. Pour les wagons jugés complètement irréparables, l'expert a besoin d'avoir sa carte d'identité. Quand est-ce qu'elle a été achetée? Combien d'années de service il a eu à mettre en œuvre? Quelle est sa vétusté conventionnelle, son appréciation annuelle conventionnelle, et on calcule la valeur que l'assureur doit rembourser au propriétaire. Ensuite, vous avez la main-d'œuvre de tout ça. Tout ceci est tel que vous faites une sommation d'un certain nombre de chapitres d'indemnisation. Et donc, bien évidemment, il y a le minerai qui s'est déversé. Pour ce cas-ci, il faut l'évaluer, il faut le calculer. Il y a des sociétés qui produisent 5, 6, 8 types de minerais différents, qui ont une valeur marchande différente et qui ont parcouru un certain nombre de kilomètres. Donc, quel est le prix de revient de ce minerai à l'endroit précis où il y a eu l'accident? Donc, alors, ça se calcule. Nous allons progresser, M. Tonangoy. On comprend que c'est assez passionnant, tout cela. Nous allons voir ensemble, de manière groupée, les miniers et les accidents de type industriel. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est un peu au niveau des incendies, des commerces. On assiste de plus en plus à des incendies. Par exemple, au niveau du Gabon, il y a de temps en temps des sinistres incendies qui se déclarent au niveau du marché de Montbouette. Et c'est assez fréquent, il y a des détériorations de marchandises. À ce niveau, comment vous procédez? Est-ce que moi, commerçant, même petit commerçant, je peux m'assurer? Absolument. Absolument. La notion de l'assurance est une notion que les Africains commencent à découvrir, en fait. Dans nos villages, en général, lorsque un sinistre arrivait,
Bon, c'était un peu considéré dans les temps anciens comme étant, je dirais, la fatalité du bon Dieu. Le mauvais sort. Le mauvais sort, Peut-être. la sorcellerie au village, le vampire. Mais à la fin du 19e siècle, lorsque des migrations importantes se sont faites d'Europe vers les États-Unis, c'est dans le domaine maritime que des risques ayant été pris, que le monde de l'assurance a commencé à naître avec le domaine maritime. On y transportait tout. La marchandise transitait par les bateaux, les voyageurs étaient dans les paquebots, étaient dans les bateaux. Enfin bref, c'est les flux migratoires qui ont commencé à se... Et donc, dans notre culture globalement africaine, la notion d'assurance, elle est récente. Si je suis assuré de manière pratique, voilà. J'ai mon petit commerce, je m'adresse à l'assurance, j'ai une police d'assurance. Absolument. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir si jamais il y a incendie, il y a vol, il y a... Vous serez indemnisé en fonction, de ce que vous aurez d'abord eu à déclarer, des capitaux qu'on vous aura garantis, parce que l'assureur vous garantit des capitaux sur le bâtiment, des capitaux sur la marchandise, donc le contenant, les capitaux sur le contenu, les capitaux sur le vol potentiel dont vous pourriez être l'objet, des capitaux sur les dégâts des eaux qui pourraient venir souiller votre marchandise, des capitaux sur tout sinistre accidentel, imprévu. À ce niveau, pourrait arriver, un aéronef peut venir tomber sur votre petit magasin. Donc ce jour-là, si vous n'avez pas une couverture, je dirais par exemple tout risque, j'exagère, ben, vous ne pourrez pas être indemnisé en fonction de ce que vous avez eu à... En Afrique, il y a des pays où il y a des turbulences politiques. Est-ce que moi, propriétaire de magasin, je peux aussi m'assurer contre ce genre d'aléas? Alors, il n'y a pas de couverture proprement parlée dite risque politique. Non, il y a ce qu'on appelle les grèves, par exemple. GEM. Oui. Grève, événement, mouvement populaire. C'est une police qui couvre ces risques. On peut venir vous casser la maison, on peut venir casser une vitre, on peut venir incendier votre domicile lors des meutes. À ce niveau, est-ce que... Donc, il y a une police qui s'appelle... Quand vous évaluez, est-ce Oui. que vous évaluez à la valeur du bâtiment? Est-ce que vous tenez compte du fait que cette entreprise, ce petit commerce pourrait faire de bénéfices et donc avait une valeur potentielle plus importante que la valeur comptable ou matérielle? On évalue à deux niveaux. Dommages matériels directs. Le bâtiment, Oui, le contenu, oui. c'est du direct, c'est du palpable. À ce niveau, à ce premier niveau, est-ce que l'assureur me rembourse pour la quantité ou la valeur de En ce fonction des capitaux qu'il vous a garantis dans votre contrat. bâtiment? Ok. Deuxièmement, vous évaluez les dommages immatériels consécutifs. Dommages immatériels consécutifs. Puisque votre magasin a été cassé, qu'il a été pillé, que les baies vitrées ont été éclatées, on va d'abord reconstruire tout ceci. Ça a un coût. Vous êtes garanti, on vous le rembourse. Deuxièmement, votre magasin aura besoin de 5 ou 6 mois pour être reconstruit. Le chiffre d'affaires que vous auriez dû générer vous est remboursé sur la marge brute, n'est-ce pas, que vous aurez eu à générer. Donc, c'est en fonction de la police que vous avez souscrite qu'une perte d'exploitation peut vous être couverte ou non. Mais Alors, donc, je peux choisir, par exemple, de couvrir 20% de la valeur de ma marchandise, 80%. C'est pour cela qu'un assureur vous propose toujours ce qu'on appelle un menu et il vous dit, bon voilà, je peux vous faire ça, 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 ça. Comme quand vous allez au restaurant, vous avez un menu, une entrée, un plat de résistance, un dessert, un café. Et c'est à vous de choisir ce que vous estimez pouvoir être juste ou judicieux pour votre activité. Monsieur Tonangoy, je m'en voudrais de ne pas aborder un dernier aspect, c'est l'assurance dans le secteur du pétrole. On sait que le golfe de Guinée, partant du Nigeria jusqu'en Angola, on est producteur de pétrole. Et à ce niveau aussi, il y a des évaluations, parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes. On va essayer d'aborder et avoir des images de ce type de sinistre. Comment vous procédez? C'est costaud ça, les accidents se produisent en mer. Est-ce que vous plongez sous l'eau? Comment se font les évaluations? De la même manière, la méthodologie est la même. Les risques pétroliers sont des risques beaucoup plus spécifiques. Donc les sinistres pétroliers sont spécifiques. Et vous remarquerez que dans les sinistres pétroliers, lorsqu'ils surviennent, en général, la cinématique respecte toujours un ordre. Vous avez toujours une déflagration. Là, on a une plateforme qui s'enflamme. Il y a toujours une déflagration, suivie d'une explosion et enfin d'un incendie généralisé. C'est en général la cinématique, je dirais, constante des sinistres pétroliers, qu'ils soient en mer, qu'ils soient sur terre. Alors, Monsieur Tonangoy, là, il y a une plateforme qui est en train de brûler. Et là, c'est des déversements d'hydrocarbures, je crois. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites?
à ce niveau-là? Comment vous procédez? Bon, il y a une inflammation. Est-ce que vous tenez compte de la valeur, effectivement, de l'architecture du bâtiment? Est-ce que vous tenez aussi compte des valeurs de déversement et de tout ce qui est à faire pour recueillir ces hydrocarbures qui se déversent en mer, le côté environnemental? Quels sont les éléments clés de l'évaluation? Merci. Ils sont les mêmes. Il y a ce qu'on appelle les dommages matériels directs. Est-ce que c'est une plateforme en mer qui a explosé, qui s'est cassée et qui est tombée en mer? Cette plateforme, appartient à qui? Elle vaut combien? Elle a été construite en quelle année? Elle a quoi comme taux de vétusté? Première chose. Cette plateforme contenait quoi? Donc la plateforme, on va dire, c'est le contenant. Donc un peu le bâtiment métallique. Oui. Mais à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait du matériel d'exploitation, il y avait des machines, il y avait de l'informatique, il y avait de l'ingénierie en général, il y avait même du stock, parfois, de pétrole. Il y a des plateformes où on stocke du pétrole. Mais excusez-moi de vous interrompre. Nous connaissons qu'il y a cette évaluation qu'il faut faire. Il y a l'évaluation aussi indirecte, donc immatérielle. Mais sur le plan environnemental, oui, environnemental aussi. Sur le plan environnemental, alors là, l'évaluation, elle est plus difficile. C'est pour cela que dans le monde du pétrole, les responsabilités civiles sont égrenées en plusieurs strates. Il y a une RC exploitation, celui qui a exploité. Il y a une responsabilité civile, je dirais, atteinte à l'environnement. Il y a une responsabilité civile sur les effets induits, n'est-ce pas, des pollutions. Et les pollutions sont les domaines les plus délicats et les plus difficiles à évaluer. Mais si on avait du temps, on aurait pu prendre un exemple. Alors, une dernière question. Oui. Qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir de l'évaluation financière? En 2 mots, il vous reste 1 minute. Merci. Ce que les téléspectateurs doivent retenir lorsqu'il y a une survenance de sinistre, il est bon, premièrement, de faire rapidement sa déclaration. 1. Deuxièmement, il est bon en ce moment-là de peut-être prendre encore connaissance de son contrat qui le lie à l'assureur et de lire toutes les parties, je dirais, du contrat. Troisièmement, il est important de fournir aux experts qui vont arriver l'ensemble des pièces de règlement, des pièces justificatives qu'ils vont vous demander parce qu'elles vont permettre la célérité ou non de votre sinistre. Et enfin, 4e chose qui est extrêmement importante, avoir avec votre assureur conseil, c'est pour ça que c'est des assureurs conseil, dans ce cas-là, des négociations ou des discussions, je dirais, constantes, corps à corps, afin de faire avancer l'évolution du dossier et son indemnisation. Merci, M. David Philippe Tonangoy, pour ces conseils. Nous sommes arrivés au terme de nos 52 minutes d'émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cette économie.